Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes les bienvenus. Je suis très heureux de savoir que quand la politique ne va pas, l'art se porte bien, jusqu'à nouvel ordre. Nous allons voir tout à l'heure. Je suis très heureux d'accueillir ici des personnes éminentes qui ont fait leur preuve dans le domaine du marché de l'art. Ce sont aussi des collectionneurs, ce sont des amateurs d'art, ce sont aussi des éditeurs qui font des choses absolument magnifiques, comme l'agenda culturel. Je vous félicite, madame, pour ce qui a été publié hier. Je suis très heureux de savoir que la fille d'Émile Nasr continue avec brio ce qui a été fait. Magnifique. Je suis très heureux d'accueillir aussi des personnes aussi chères à mon cœur que madame Nada Boulos Asad, que madame Nadine Bekdash. Je n'oublie pas le pédigree de Nadine, sa maman, sa descendance et toutes les accointances qu'elle peut avoir accumulées au fil du temps. Je suis très heureux que vous soyez ici et laissez-moi dire franchement aussi que je suis extrêmement heureux que notre ami M. Saleh Barakat, qui a conquis une place éminente parmi les galeries d'art au Liban, qu'il soit ici présent. Je n'oublie pas qu'il a créé une galerie qui est de toute beauté et que d'ailleurs mon fils Serge a su apprécier en la photographiant sous un angle absolument introuvable. Je suis aussi heureux de savoir que M. Johnny Sarkis est ici. Donc vous voyez que sous l'œil vigilant de M. Armand Hamsé et du grand connaisseur qu'est le professeur Megarbane, je suis très heureux de voir que finalement il y a des conseillers en collection d'art qui sont ici. Ces personnes se sont jointes à nous et franchement je suis très heureux mais aussi très étonné, je ne veux pas dire surpris, mais étonné par la qualité de l'écoute qui va nous être réservée aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus, vraiment de tout cœur. Maintenant, évidemment, nous avons choisi son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Samir Mbarak, pour modérer les débats autour d'une problématique qui devient chaque jour plus grave à cause de la dépréciation monétaire, du marché qui est dans le vent, mais qui est aussi extrêmement problématique. Monsieur Mbarak est l'auteur d'une introduction monumentale à l'ouvrage extrêmement précieux du musée Sursock, Regard sur Beyrouth. En réalité, c'est un regard qui s'étend depuis le 19e siècle jusqu'à la fin de l'année 1920 et qui comporte une appréciation de toutes les œuvres d'art qui ont été, entre guillemets, commises au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il a lui-même offert au musée Sursock une collection qui est certainement la plus importante pour être exposée. Et n'oublions pas que M. Barak, lui aussi, a un pedigree qui n'a rien à envier à celui de Mme Bekdash. Vous êtes tous donc les bienvenus. Je vais laisser la parole à son Excellence, M. l'ambassadeur Barak, pour poser le problème, pour susciter les débats, pour créer des conflits d'opinion, mais pas des conflits de personnes. Alors voilà,
nous avons, pour vous introduire aussi dans les lieux ici, c'est une ancienne maison qui date de 1880, qui a été entièrement refaite, restaurée, consolidée. C'était des murs porteurs en pierre de sable qui ne portaient rien du tout et qui étaient poreuses, des pierres poreuses qui laissaient passer la pluie et l'humidité. Aujourd'hui, nous avons consolidé. Ça nous a pris 6 années pour recréer cet espace et pour maintenir la maison dans son jus. Tout ça pour essayer de vous accueillir. Vous êtes les bienvenus. Je m'associe au ministre Najjar pour vous dire la joie que j'éprouve en votre présence. Toutes ces sommités de l'art du Liban aujourd'hui vont répondre à un tas de questions que se posent non seulement des collectionneurs, mais aussi des amateurs d'art. J'ai reçu au cours des derniers jours un tas de questions que je vous donne et qui rejoignent finalement un peu les mêmes idées. Le marché de l'art au Liban est-il vraiment indépendant de la situation catastrophique dans laquelle nous vivons aujourd'hui sur le plan commercial, financier, économique, bancaire, etc. J'en doute. Il y a incontestablement une crise du marché de l'art au Liban. Les œuvres d'art qui sont proposées à la vente sont proposées ou bien aux enchères, ou bien elles sont proposées en fresh money à des dealers. Plusieurs questions que nous allons poser avant de commencer le débat. Qui sont les détenteurs de ces tableaux? Sont-ils des détenteurs de comptes gelés dans les banques et qui ont besoin, pour rafraîchir leur trésorerie, de vendre des œuvres d'art, soit aux enchères, soit en direct, en fresh money? Deuxièmement, est-ce que la valeur intrinsèque de l'œuvre d'art, que l'on connaissait il y a 3 ans ou il y a 4 ans, est-ce qu'elle a été soutenue ou bien elle a été bradée avec la situation que nous vivons? Deuxièmement, il est important de savoir quelle est la proportion des ventes en dollars et la proportion des ventes directes en fresh money qui se font auprès des dealers. Une troisième question est de savoir si les collectionneurs libanais ont fait venir de leurs annexes à l'étranger, à Dubaï, à Paris, à New York ou ailleurs, leurs tableaux pour les vendre sur le marché libanais. Quatrièmement, est-ce qu'on peut estimer quelle est la perte de valeur intrinsèque de ces œuvres d'art au cours des deux dernières années? Elle est incontestable. Il est vrai que le marché des peintres, enfin des artistes libanais, occupe à peu près 25% du marché arabe. Mais est-il vrai que les œuvres des peintres libanais n'ont plus la même audience à l'étranger comme les peintres irakiens ou égyptiens? Une cinquième question est la suivante. Est-ce que beaucoup de peintres libanais ont quitté le Liban ainsi que d'autres collections? Une sixième question, est-ce que le débit de la production s'est arrêté pendant cette crise ou bien il continue à produire? La septième question, est-ce qu'il existe de nouveaux talents? Ici, Nada et Saleh peuvent nous le dire, Madame Orbed. Est-ce que vous avez découvert de nouveaux talents? Je ne parle pas des muralistes. Et ce serait intéressant de savoir. Dans les réponses que vous allez nous donner, nous ne demandons pas de chiffres, nous demandons uniquement des proportions, c'est-à-dire vous nous donnerez un pourcentage sur combien il y a de ventes en dollars. Deuxièmement, combien il y a de ventes directes. Troisièmement, qui sont vraiment les vendeurs de tableaux? Est-ce que ce sont des gens coincés pour des questions de trésorerie parce que leurs fonds sont bloqués à la banque? Donc un
tas de questions que se posent aussi bien des collectionneurs que des amateurs. Je ne veux pas continuer à palabrer. Je donne la parole, disons, je commence par tu nous donnes ton point de vue concernant ton panorama, mais donne-nous, et Nada, et Madame, etc., des pourcentages des questions qui vont vous être posées. Alors fais-nous un schéma, un panorama de ce que tu vois. D'abord commençons par la chute, disons, de la valeur intrinsèque d'une œuvre d'art. Elle est de combien? Parce qu'elle existe incontestablement. Vous avez posé énormément de questions et en fait, les réponses ne sont pas aussi directes parce que le marché est un phénomène très complexe et il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas nécessairement fonctionnent dans la même mentalité. C'est-à-dire, qui est en train de vendre aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de fresh dollars, mais je crois que ce n'est pas vraiment la majorité du marché. Il y a eu récemment, dans les dernières 10 années, une nouvelle génération de gens intéressés par l'art, mais différemment de votre génération qui était passionnée à l'art et qui s'intéressait à l'art comme étant quelque chose de culturel. Ils ont découvert, mais ça c'est pas très libanais, il faut faire attention, c'est quelque chose de très international. Ils ont découvert que l'art est un récipient de valeur et qu'ils peuvent spéculer avec. Et comme il y a partout dans le monde, mais particulièrement au Liban, il y avait un problème avec la valeur de l'argent, les gens fuyaient vers d'autres choses, dont l'art, parce qu'il est encore plus facile, moins cher que les terrains, plus facile à transporter, etc. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui se sont investis dans l'art, dans la vision de faire de l'argent dans l'art, et qui ont créé un mouvement qui a été d'un côté probablement positif parce qu'il a créé une certaine dynamique. D'un autre côté, il faut voir aussi que ça pousse à la spéculation et pas nécessairement à mettre en valeur les vrais artistes, etc. Parce qu'on va pousser les artistes qu'on veut manipuler et qu'on veut tout cash quelque part. Donc, alors, je dis que les 3-4 dernières années avec une économie qui est en train de s'effondrer, c'est vrai que le marché de l'art a été plus résistant parce qu'il y a eu des gens qui allaient fuir un peu les banques en s'investissant dans l'art, ce qui a créé un certain intérêt. Mais il faut faire attention, ce n'est pas tous les artistes qui en ont bénéficié, mais surtout ceux qui sont dans la spéculation. Dans les galeries d'art, les artistes qui sont plus dans le establishment, qui sont plus dans les règles du jeu, qui n'aiment pas la spéculation, qui évitent d'être un objet de spéculation, ça n'a pas été aussi successful, donc il faut faire attention de comment voir les choses. Les artistes libanais, au niveau international, je trouve qu'ils ont quand même réussi à maintenir une cote intéressante. On a toujours tendance à se comparer à l'Égypte ou à l'Irak, et je trouve que c'est un peu parfois unfair parce que l'art, le marché de l'art, c'est aussi une affaire d'économie. Il n'y a pas des prix d'artistes dans le monde comme les artistes américains, maintenant chinois, c'est une question d'économie. Okay? Donc, oui, il y a de très beaux artistes égyptiens ou irakiens qui font des cotes peut-être plus hautes que les artistes libanais, mais en moyenne, il y a beaucoup moins d'artistes égyptiens ou irakiens reconnus dans le marché régional ou international que les Libanais. Donc en fait, il faut voir comment voir les choses. Peut-être on ne fait pas les 1 million ou 2 millions de dollars par œuvre par certains artistes, mais on a beaucoup plus d'artistes qui sont intéressants pour le marché international. Et je vous disais un peu plus tôt que
les Libanais, généralement, ils aiment l'art, comparé avec les autres sociétés. Si on prend une tranche, il y a une très grande proportion des Libanais qui ont des moyens et moins de moyens qui aiment l'art, qui s'investissent dans l'art, qui aiment acheter de l'art, qui aiment être entourés par l'art. Et donc, il ne faut pas descendre dans le marché les meilleures œuvres qui existent. Si on voit aujourd'hui un très beau Kalan ou un très beau Etel Adnan ou un très beau Shafi Aboud ou un très beau Salou al-Bashir, je crois qu'ils feraient des prix. Généralement, ils préfèrent les garder à eux-mêmes. Donc, moi je crois qu'en principe, le marché se porte assez bien comparé avec les autres éléments du marché libanais. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a aussi beaucoup de problématiques. À la longue, il y a beaucoup moins de gens qui viennent visiter Beyrouth, ce qui faisait partie du succès un peu de cette ville. Beaucoup d'Arabes venaient, beaucoup de Libanais de l'étranger venaient, et de moins en moins elle devient attractive. Il faut faire attention, beaucoup d'institutions ont fermé à cause de l'explosion, ils sont plus ou moins actifs. Mais bon, je dis aujourd'hui, quand même, on n'a pas tout perdu, comme par exemple dans le domaine de la restauration ou des hôtels ou je ne sais pas, dans d'autres domaines. Et il faut résister, il faut continuer, il faut croire. On a de très bons artistes. Il y a encore des artistes jeunes qui viennent sur le marché. La situation libanaise à l'intérieur, quand même, est inspirante pour plein d'artistes. Beaucoup d'artistes ont voulu quitter, mais beaucoup ont quitté et sont rentrés. Beyrouth reste quand même la plateforme qui les inspire. Donc, il y a encore de la résistance, il y a encore de la dynamique et il faut croire. Merci. Nadia, je vais te demander de nous donner ta perception de la vente, des ventes aux enchères. Oui, c'est ça. Et de nous donner aussi des précisions sur les lolas qui sont... Exactement. Donc, je pense que Saleh a brossé un excellent tableau général de la situation du marché de l'art et j'adhère totalement à tout ce qu'il a dit. Donc nous, les maisons de vente, nous sommes un marché secondaire. Nous ne sommes pas le marché primaire que constituent les galeries. Alors s'il faut... donc ça c'est la première précision en fait. Donc moi je ne peux parler que de ce que je connais, qui est ce marché secondaire. Et les ventes que nous faisons depuis 3 ans jusqu'à maintenant sont toutes en dollars, donc en chèques dollars. Contrairement à des possibilités de vente en direct qui se feraient en vrais dollars. Mais nous, les ventes qu'on fait, nous faisions, on est à peu près 4 maisons de vente, donc il y a beaucoup d'acteurs dans ce marché-là. On faisait 2 ventes par an, on en fait maintenant à peu près 4 chacun. Donc ça fait énormément de ventes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de marchandises qui est offerte sur le marché en dollars. Ce qui est un phénomène intéressant à analyser et qui a des explications en fait. Si vous voulez, on peut rentrer dans les détails de la raison pour lesquelles les gens vendent en dollars. Donc d'abord, au début de la crise, la raison qui poussait les vendeurs à accepter des chèques en dollars était que souvent certains avaient des débits à couvrir dans leur banque ou donc ça les arrangeait d'encaisser en dollars. Puis c'était aussi un peu spéculatif parce que, comme a dit Saleh, il y a cette nouvelle catégorie de gens, enfin catégorie d'âge et sociale, etc., qui achètent pour revendre aussi, pour essayer de faire un bénéfice. Donc tout ça faisait que... et d'autres aussi prenaient le chèque en dollars et allaient l'échanger en vrai dollars. Donc c'était un moyen de faire un troc en fait. À quel taux? Ça, on en sait, ça dépendait du taux du marché. Mais ils prenaient immédiatement le chèque, ils n'avaient pas besoin de le mettre à la banque, ils pouvaient l'endosser et l'échanger chez un changeur. Donc c'était plus ou moins équivalent de...
excuse-moi, de dollars il cash. est important de dire que c'est un taux misérable. Oui, c'est ce que je dis. Ah oui, C'est non, pour ça que misérable ou pas je misérable, demande on est... préciser. Ça, il faut aller demander au ministre des Finances la raison. semble que Oui. le chèque en dollars soit finalement traduit Oui. en 1/5 en dollars, en monnaie neutre. Ça dépend. Donc c'est vraiment Ça une dépend. monnaie de misère, ce qu'on appelle une monnaie de Dans la misère. BK. Ceci dit, Dans la BK. Dans la BK. ceci Ouais, dit, mais il bon, faut... ça change, regardez, le prix change, regardez Non. le taux. Mais On les vendait le taux- chèque à 15 ou 20%. Attendez, là on Dans parle des d'une domaines crise, comme, c'est la Zahle, crise Hervé. financière la plus importante Oui, de l'histoire d'accord, de l'humanité. d'accord. Donc, bon. Mais comme, Mais attendez, laisse-moi finir mon idée. Donc ce chèque, en fait, le prix en dollars est l'équivalent du prix en vrais dollars. C'est-à-dire qu'un tableau qui vaut 20 000 vrais dollars est en train de se vendre en dollars au prix du marché, pas à 20 000 dollars. 120. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça se vendait à 4 fois plus, ou à 3 fois plus, ou à 5 fois plus, selon la situation. Donc il n'y a pas eu de dépréciation du tableau lui-même. Il y a une dépréciation de la monnaie et de la valeur du chèque, mais il n'y a pas eu une dépréciation du tableau. Moi, par exemple, j'ai vendu un Sali Badouei au prix auquel à son prix réel. Enfin, peu importe les proportions, ça se vendait. Ou même, je sais pas, un artiste qui fait pas des prix énormes, tout se vendait à peu près au même prix que sa valeur réelle en dollars. Même au début de la C'est ce qui crise. est, oui, Même au début de la bien crise. sûr, c'est ce qui expliquait l'engouement des gens à vouloir vendre, parce que Mais 20 fois plus. ils en trouvaient leur Ah, compte. Non, pas 20 fois plus. 5 Le taux du marché, Donc c'est 5 pas parce que le dollar est 4 à ou 20, 5 fois. disons Non. à 20 000 aujourd'hui. Suppose, oui. Un Canaan qui était à 50 000, est-ce qu'il est vendu à 1 million? Non, d'abord, alors attends. Donc, Ah, ça, non, non, Daniel, non, déjà, il faut. attention, D'abord. la livre libanaise D'abord. et le local, Oui. يعني بدك تنتبهي إيه. la conversion d'un chèque de dollar par rapport au marché. Oui, en principe, si tu vas regarder bien les choses, le prix de Ça se Canaan a tenait. baissé peut-être de 20%. Alors, oui. Ce qui est Donc, normal mais dans non, une crise. non, Il n'a d'abord- pas perdu beaucoup. Oui, de sa alors valeur. il y a aussi un autre phénomène, c'est le phénomène de mode. Maintenant, les gens veulent tous acheter des Tal Adnan et des Ligat Kalan et des, je sais pas moi, et des Ivat Ashar et des, etc. Et regarde moins les peintres pour lesquels ils avaient plus d'engouement comme Eli Canaan ou Shafi Aboud ou Paul Guiragossian. C'est ce qui pourrait expliquer aussi le décalage du prix. Mais en général, sans pinailler au dollar près, même à 10% ou à 20% près, on retrouvait en dollars les prix des tableaux, les prix réels des tableaux. بس Vous êtes d'accord? juste pour répondre au professeur Mouharbani, il y a eu une adaptation, yani, ça a Voilà, pris c'est ça. 1 an. Au Voilà, départ, c'est ça. c'était pas la Parce même chose qu'on qu'aujourd'hui. s'est tous fait prendre au début à accepter des chèques en dollars, alors que le taux de la livre libanaise était déjà à 7 000, 8 000, et on acceptait des dollars. Et on Ah payait- oui, ça, c'est dans ton Il y a eu métier. une période Oui. d'adaptation de 6, au Oui. moins de 6 à 8 mois, Euh, jusqu'à réaliser regarde, moi- qu'il faut prendre Oui. le chèque en dollars, le multiplier par 3009 comme la Exactement. banque le donne, Oui. trouver la somme en livre libanaise, puis le diviser suivant le taux du jour, 15 000, 16 000, Oui. 20 000. Oui. Et à ce moment-là, on En sait fait- le rapport que c'est. Bien. Tu n'es En pas pour fait- voir ou Nous tu n'es pas pouvons faire quatre. un En fait, summing il y a eu une entre- période d'arrêt, juste pour répondre à Jean-Marie, il y a eu une période d'arrêt quand même entre octobre 2019 et juin, et juin 2020. Pendant toute cette période, on n'a pas fait de vente. Oui, ça, il faut. À travers toutes ces opérations bancaires, cash, machin, etc., Mhm. on peut dire qu'il y a eu tout de même, il y a une perte de la valeur intrinsèque de l'œuvre, à peu près de l'ordre de 15 ou de 20%, de 25%. Non, Pas dans tout. non, pas du tout. Il y a eu, ça dépend des artistes, parce qu'on ne peut pas généraliser les prix sur toute la scène artistique libanaise, c'est impossible. Donc il faut prendre des catégories d'artistes, et là on peut discuter les catégories. Mais dans certaines catégories, au contraire, il y a eu des appréciations énormes. Dans certaines, il y a eu parce qu'il y a eu un manque d'intérêt, si tu veux, de ces acheteurs, parce qu'il faut des acheteurs, il faut des vendeurs, il faut des acheteurs aussi. Donc les acheteurs, il
y a des gens qui sont contents d'acheter et de payer, parce qu'il faut voir aussi cet aspect-là des choses. C'est que certains acheteurs sont contents d'employer leur dollar. Ils ont compris l'importance d'une œuvre d'art, finalement, par rapport à un billet qui peut perdre de sa valeur. Et ça, c'est là où... Ça c'est un sujet intéressant à débattre, en fait, de la compréhension. Par rapport au prix qui était pratiqué avant la crise, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 ans, est-ce que les prix se sont soutenus ou bien ils sont tombés? En règle générale, oui. Avant de parler des prix. Il y a 3 ans, les prix aussi avaient atteint une certaine exagération. La question des marchés, ils ont s'adapter, une self-correction aussi. Il y avait un engouement et puis il y a une correction. Et je crois quand même que les artistes libanais en général ont bien maintenu une valeur qui est tout à fait respectable par rapport à une région qui est en train de... Tout à fait. S'effondrer, exactement. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en Syrie. Il faut être très fier. Et en Irak, exactement. Exactement. Il faut être très fier. Tout à fait. Madame Alves, pardon. Oui. Non, je conviens. D'abord, Dr Morad Banet, je le félicite parce que vraiment, il a fait le calcul exact de comment on travaille. Les médecins savent ça. Ensuite, j'en conviens avec, comme il a dit, Saleh, la valeur de l'œuvre elle-même n'a pas baissé. Et l'artiste s'est maintenu. Et les nouveaux artistes aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et on les recrute très bien, surtout les dernières années où ils sont là, ils foisonnent, ils ont dans les idées pour donner leur vision du pays, etc. Moi, je pense que le marché aujourd'hui de nos artistes au Liban se maintient très bien et même il se développe parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées, ils font beaucoup d'efforts, ils font beaucoup d'expériences nouvelles. Moi, je suis tout à fait d'accord que c'est très bien, qu'on est encore à un niveau très bien dans ce pays. Et je ne veux pas comparer l'Irak, l'Égypte. On compare des trucs généraux comme ça. Ça, c'est bien, aujourd'hui, ça marche. Ça marche. Il y a la mode. Pourquoi on ne parle pas de mode? Il y a la mode, hein, ça allait. C'est ce que je parlais de mode. Il y a la mode. Aujourd'hui, on va à Christie's et puis on découvre un artiste égyptien. Il y a 10 ans, je ne sais pas combien d'années, yallah, tout le monde veut les artistes égyptiens. C'est des modes. C'est des modes et le collectionneur, avec tous mes respects libanais, il y a différents stades de collectionneurs. Une partie de ces collectionneurs veulent exactement imiter et faire comme l'autre collectionneur a fait. Alors vous avez des gens qui courent pour cet artiste et les autres courent pour les noms qui sont très bien, très connus, Huguette, comme Adé Saleh. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, ici, oublions les dollars et les machins et le fresh money. Aujourd'hui, la situation est saine. Elle est saine, elle est équilibrée et elle est productrice, elle est créatrice. Du point de vue pourcentage. C'est pas du point juste. de vue pourcentage. Est-ce qu'il y a plus de ventes en dollars ou en vente directe, en cash money? C'est maintenant, après un an. Il y a un an de conversion. Les gens ne se connaissaient pas. Les gens que tu soutiens, les jeunes avec qui nous travaillons maintenant aujourd'hui et que nous trouvons et que Saleh a découvert, que moi j'ai découvert, je leur fais des expos que les jeunes. On essaye de soutenir ces jeunes maximum. Et la galerie aussi, elle a un rôle de soutien. Ils n'ont pas de quoi acheter la peinture. Si on veut absolument, on leur paye la peinture. Nous avons aussi un rôle de soutien. Nous n'avons pas seulement un rôle de vendeur de cacahuètes. On a un rôle de soutien. Enfin, je parle de mon expérience depuis 2 ans aujourd'hui avec la Saoura. Nous devons partager les frais, nous devons les soutenir. Nous faisons beaucoup d'expositions pour eux, que ce soit collectif ou pas. Nous essayons de les vendre.
On essaie d'avoir des dollars fraîches et c'est un rôle, c'est une responsabilité. C'est des gens qui vont être qui sont de très bons artistes et on est obligé, on est responsable d'eux, donc on les soutient. C'est pas qu'on gagne seulement. C'est la différence entre les institutions Quelle est la et les proportion des ventes? La différence entre quoi, les institutions qui travaillent sur le long terme et les spéculateurs qui rentrent et sortent. Donc, les spéculateurs, on en est fatigué. Quelle est la proportion des ventes qui se font en dollars et en vente directe? Je répondais à peu près. qu'en fait, après un an les Libanais se sont adaptés à ce système. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Pour moi, à 20-15% près, que tu achètes un truc à $1000 ou que tu le payes à 4000 en chèque, c'est la même chose. C'est fini adaptation, c'est fini. Oui, on est maintenant, c'est équilibré. C'est tout. Et les gens qui veulent payer en dollars aujourd'hui, c'est converti à la valeur réelle. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui ont des dollars, qui n'ont pas beaucoup de moyens de les faire sortir en banque. Ils trouvent dans les ventes aux enchères un moyen de faire un chèque que la banque doit accepter. Parce que si aujourd'hui tu vas à la banque pour donner un chèque de $20 000, il va te poser 18 questions. Il y a un justificatif, bien sûr. Justificatif. Parce que dans la question il n'y a pas une grande différence, c'est la même chose. Yani, à plus ou moins 20%, il y a une crise, le pays va très mal, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'électricité. On ne va pas dire que les choses sont aussi bien qu'avant. Parce qu'on a un maintenance dans la question de non, ça ne s'est pas effondré. Il y a toujours un marché un belief, que c'est qualitatif, on y croit. Et comment vous voyez l'avenir du marché de l'art s'il est en excellente forme aujourd'hui? Pas excellent. Il se maintient. Non. Je t'ai posé une question. Est-ce que la valeur intrinsèque de l'œuvre d'art qui est vendue aujourd'hui sur le marché, elle est tombée de l'ordre de 20 ou de 25%? Bon. Oui, mais il y a eu 2 ans de Covid, tout était fermé. Ça dépend, il y a des artistes pour lesquels c'est pas tombé du tout. En principe, il y a eu une très bonne maintenance, ce qui est respectable par rapport à tout le reste qui est en train de s'effondrer. Excellent, non, c'est pas excellent, c'est pas du tout excellent. Alors, quel est l'avenir du marché de l'art à partir de maintenant? On veut dire que c'est un équilibre aujourd'hui qui s'est maintenu. Il y a un équilibre. Ce n'est ni excellent ni extraordinaire, ni on fait des millions. Mais il y a un équilibre, certainement. Et il se maintient cet équilibre. Il y a une chose aussi qu'il faut signaler. Les spéculateurs, ça a été un hope au début. L'art est apparu comme une valeur refuge aussi. Mais partout dans le monde. Exactement, mais là, voilà, et ça s'est confirmé au Liban. Je vais demander à Odile de nous donner son sentiment, parce qu'elle connaît la musique depuis belle lurette. Alors, donne-nous ton sentiment. C'est comme quand les ventes sont terminées, je vois tout le monde de dos, je vois rien de face. Moi, je pense que ces dames et messieurs sont super optimistes. Je suis ravie pour eux. Moi, je ne vois pas la vie aussi autant en rose. Je vois que les gens ne pensent qu'à l'argent et ne regardent plus les tableaux. Ça, c'est mon avis. Comment ils vont sauvegarder leur argent, c'est ça leur but uniquement. Ils n'aiment plus les tableaux, à mon avis, ou ils s'intéressent à vraiment ce qu'on leur met des fois, c'est aberrant ce qu'on voit sur les écrans. Moi qui ai une galerie depuis 60 ans, j'aurais honte d'exposer le 3/4 des choses qu'on met sur les... À qualité artistique, c'est pas du tout ça ne suscite pas mon enthousiasme comme ces messieurs et ces dames. Le niveau a beaucoup dégringolé. N'importe quel brouilleur, c'était en Chine la plupart. Je ne sais pas si vous pouvez absorber une œuvre comme ça chez vous.
tellement il y en a des horreurs. Ouais, Maintenant, il y a de belles choses. Malheureusement, les artistes de qualité veulent être payés en dollars. Ils n'acceptent pas un chèque en aucune manière. Et j'ai eu souvent le cas de tableaux qui étaient déjà payés en partie. Et il y a eu la crise. Les artistes ont refusé de continuer à encaisser en dollars. Ils ont demandé qu'on les rembourse, qu'on rembourse les clients et qu'on leur rende leurs œuvres parce qu'ils les veulent uniquement en dollars. Et j'ai dû rompre au moins 7 ou 8 ventes engagées et c'était vers la fin des paiements. J'ai dû rembourser les clients et reprendre les œuvres de chez eux pour les rendre aux artistes qui ont exigé chez moi, dès le premier jour, une multiplication par 5. J'ai entendu précisément, au cours des derniers jours, j'ai reçu un tas de confirmations de ce que tu viens de dire, Odile. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai insisté auprès de Nada et Saleh, pour savoir exactement s'il y a un problème. Il y a des artistes qui ne veulent pas se faire payer en monnaie libanaise. Non, ils refusent tous. Ça, c'est systématique. Donc ça rentre dans le cadre. Et c'est pour ça que je pose la question, dans ces circonstances, et ces peintres, ils sont tout de même là et ils font partie de notre héritage culturel, oui. Quel est l'avenir de la peinture au Liban? Ils se sont jetés, ils essayent de vendre en Europe. Et ils sont en train d'esquiver le pays ici. Honnêtement, moi, c'est la sensation. S'ils y arrivent, tant mieux. C'est une question très générale. Quel est l'avenir de la peinture libanaise? Vraiment, j'ai dû le faire. J'ai dû rembourser des clients en dollars parce que l'artiste ne voulait plus encaisser qu'en dollars. Donc j'ai remboursé ce qu'ils avaient avancé et l'artiste a repris ses toiles et il hop en Amérique, hop en Angleterre, hop en France. Est-ce qu'il y a des artistes importants qui ont quitté le Liban ces 2 dernières années? C'est important ce que tu dis. Bien sûr. Ceux qui sont sûrs et qui ont un background solide ne sont plus là. C'est très important. Alors, mais il faut distinguer entre le marché et la peinture. Est-ce que la question pose sur le marché et sa vigueur, ou est-ce qu'il pose sur l'état de la scène artistique libanaise actuellement? J'aimerais bien dire que ce qu'on a dit, nous tous, on a raison, parce que ça dépendra de comment voir les choses. Il y a eu une période difficile d'un effondrement économique au Liban. Et il y a eu une année pour qu'il y ait une adaptation. Aujourd'hui, il y a eu un temps où des gens encaissaient des dollars et d'autres non. Celui qui a la capacité de vendre son tableau à vraiment 10 000 $ à Paris, il le vendra à Paris. Celui qui ne peut pas le vendre à Paris parce qu'il n'a pas un marché à l'international, il acceptait de le vendre à 10 000 $ à Beyrouth, qui valait à un certain moment 5 000 $, puis 4 000 $, 3 000 $, et ça chute. Aujourd'hui, il y a une certaine adaptation dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit les restaurants ou autres. Non, moi je veux du cash. Moi, je veux la vraie valeur réelle. Et petit à petit, moi j'imagine d'ici la fin de l'année, il n'y aura plus de dollar, dans le sens où dollar, ça va être une valeur réelle. Et je disais à Nada que c'était une gaffe dès le départ d'ailleurs, c'est ma théorie, de déclarer des prix en dollars, parce que ça fausse les données. Et Shafi Aboud qui vaut 10 000 $, il faut que ça soit 10 000 $. Badin, le mode de paiement, tu veux payer 10 000 $, 10 ورقة خضراء أو أنا بقبل آخذ منك شيك ملتيبلي بار 3 ملتيبلي بار 4. هيدا مود دو بايمون. بس القطعة ما لازم نحن لازم نحافظ على قيمتها الانترنسك. قيمتها الانترنسك اجت وقت مثل كل شيء بلبنان ضاع، وهلا عم يرجع يترتب ويرجع على الفالور. برأيي الفالور فري peut-être un peu moins qu'il y a 3 ou 4 ans, parce que je crois quand même il y avait
un peu d'exagération avant وعم بيصير في correction بالاخر اذا بول جيراغوسيون المتر تبعه تنقول لازم يكون حقه around $50,000 حيصير حقه $50,000 واذا جيت بدك تدفع $1 بيقولوا لك اليوم من جمعه كان 15% اليوم 26 بعد بكره 35 شو بعرف انه whatever بتضرب بدك c'est la même chose. On parle seulement d'art libanais. Ou égyptien Non, ou quoi. parce que corrigez-moi si j'ai faux, mais j'ai eu l'impression que le marché s'est porté, cette dynamique de je vends, je te donne, je prends en dollars, elle s'est portée seulement sur les grands noms libanais et pas sur... c'est-à-dire, moi quand je voulais proposer un Botero. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. On me disait non, tu n'as pas un Canaan, tu n'as pas un Sadour, tu n'as pas... Enfin, je vous propose un Botero. Non mais quelle est la raison? Danny Botero, il est dans le marché international, il est à 100 000. لا بس ليه اللبناني ما بده يهرب بالاترانجي dans une toile. Non, c'est pas le cas. Botero بده يقول لك ادفعي لي اياه بفرنسا بسويسرا. Parce que la personne qui a un Botero avant va demander du cash. À l'étranger, alors que le Libanais, il allait accepter de négocier. C'est tout le truc يعني ما في أكثر من هالقد. إنه كان عند مسيو إكس بالأشرفية بده يشتري مسيو إجراج من. لا ما فهمتوا سؤالي، أنا عم بقول ما في ديماند، مش الواحد ما بده. ما عم جاوبك ليش الديماند؟ يعني أنت بدك تشتري، أنا ما بدي أشتري حتى لو قلت لك ادفعي لي $1. لا. Impossible. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vais demander à M. Sarkis de nous donner un topo sur les ventes aux enchères qu'il faisait ou qu'il va faire encore. Oui, c'est-à-dire que nous avons opté pour ne pas faire de vente aux enchères durant cette période, pour ne pas tomber dans le problème des logages. C'est ça, c'est important ce que vous dites. C'est ça. C'est un choix. On a eu tort, on a eu raison. Pourquoi? Quel était la problématique, c'était de payer au client en dollars. Mais non, le client pouvait refuser. Donc, qu'est-ce qu'on allait faire? Et puis, il y avait le gonflement, évidemment, de toutes ces pièces, il y avait un gonflement qui n'était pas normal. Non, une œuvre qui se négociait à $5,000, tout d'un coup, elle est devenue à 30 et 40 000. Mais allez faire comprendre aux clients que ce n'est pas $40,000, c'est en fait des dollars. C'est compliqué tout ça. Donc vous allez changer maintenant. Alors, on attend que la situation, comme disait ça, que ça se stabilise. Que ça se stabilise. C'est des périodes d'adaptation. C'est une question que je pose. Il y a des Guiragossians, il y a des Gaët Galant, des choses qui ont été vendus. Est-ce qu'il y a des pièces qui sont venues de l'étranger ou bien elles sont toutes sorties du stock des collectionneurs? Non, pour l'anecdote, on a été beaucoup contactés par des étrangers parce qu'ils pensaient tout d'un coup que les dollars étaient des dollars. Ça a fait une confusion parce que nos prix sont publiés sur des sites de vente internationaux. Donc effectivement, il y a eu une confusion. Effectivement, c'est un problème, il faut le corriger, enfin il faut adresser ce problème. Donc on a été contactés, évidemment, on leur a dit que ce n'était pas une bonne idée de ramener leurs œuvres, mais c'est tout. Oui, parce que les gens ne comprenaient pas. Il y a beaucoup de places qui ont quitté le Liban. On pensait que ça se vendait. Où ils ont été à Dubaï. Non, oui, que certains ont été à Dubaï, certains, oui, beaucoup dans les pays arabes, mais le plus en France, en Angleterre et aux États-Unis. Et parmi les jeunes talents, tu as pu détecter quelques peintres? Non, je ne vois plus beaucoup de jeunes talents, malheureusement. Je ne sais pas, ils ont un problème dans les yeux, je crois. Parce que ça devient tellement moche ce qu'ils font. Au moins, il y a des choses immuables au Liban. On est ravis de... Là, il y a quand même des gens qui... Des fois, je me dis, je veux me forcer à acheter. Je me dis, mais où je vais en aller? Il y a de bons artistes.
C'est pas possible. Est-ce qu'il y a eu un exil des œuvres d'art à l'étranger, du point de vue sécuritaire, j'entends? Oui, beaucoup. Moi, j'ai dû faire beaucoup de factures à des clients qui ont sorti les toiles qu'ils avaient achetées de chez nous. Oui, ça, C'est facile à sortir. Pour qu'ils puissent les sortir. C'est facile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas payer. C'est important de Il faut pas payer réunir une comme... douane. C'est des départs. Non, les départs de ces œuvres. Non, parce que c'est resté chez des Libanais. Oui, d'accord, mais il y en a beaucoup d'œuvres étrangères. qui ont Il y a quitté beaucoup pour de des œuvres très bonnes œuvres. pour des raisons sécuritaires. Oui, ils avaient peur qu'on leur brûle leur maison, qu'on leur vole leur maison. Ils avaient peur, c'est normal. Et ils ont sorti ce qu'ils ont de plus précieux. Il y a eu aussi beaucoup d'œuvres d'art endommagées à cause de Et l'explosion. on les a vus, enfin, il y en a une quarantaine, une cinquantaine. J'ai passé 3 mois à la galerie à faire des factures qui remontaient à 40 ans ou à 30 ans. Des œuvres vendues il y a 30 ou 40 ans. Yalla. Odile, tu sais tout le respect qu'on a pour toi, Vous êtes gentil. tout le passé de ta carrière. Fais-nous un petit topo par rapport aux peintres que tu as fréquentés. Je sais que depuis Paris, etc., tu as connu des peintres. J'ai connu des personnes adorables. Alors fais-nous un petit topo sur la qualité des peintres. C'est difficile à Écoute, dire. d'abord le contact était beaucoup plus agréable. C'était un contact humain entre la galerie et l'artiste, pas un contact commercial. Et ils écoutaient quand on les conseillait, souvent. Maintenant, ils ont tous leur propre opinion, ils se sont renseignés partout et ils essayent d'aspirer le plus. Les pauvres, il faut les comprendre, le matériel est devenu inabordable. Et ils assument des responsabilités, ils doivent vivre avec. Mais le contact est devenu beaucoup plus mercantile avec les artistes maintenant. Avant, c'était un contact amical, beaucoup. Ensuite, l'introduction sur le marché de fils et de petits-fils, de copistes, d'imitateurs, de machin, ça a été le coût beaucoup plus fort que le coût des dollars et des dollars. Quand vous voyez à tour de bras des faux qui circulent et des musées qui brusquement se vident et des choses qui viennent de tous les coins du monde sous prétexte que c'était des artistes connus, ça a été le coût qui a beaucoup rendu les clients méfiants et ils ont moins envie d'acheter. Donc moi je suis étonnée quand ces messieurs dames des galeries disent qu'ils veulent acheter. Moi je ne vois pas ça. Est-ce que c'est pas le phénomène de la mondialisation qui a affecté certaines galeries beaucoup plus que d'autres aussi? Non, pourquoi on est prêt à collaborer avec d'autres galeries. Moi, j'ai eu des contacts avec des galeries qui voulaient qu'on collabore. Mais c'est trop difficile, trop compliqué. Les droits de douane sont très élevés, il y a beaucoup de problèmes. Et les Libanais demandent cher pour leurs tableaux. Odile, donne des détails sur les droits de douane. Tu parles des droits de douane en Europe? Oui, même si tu fais une admission temporaire, tu as des taxes à payer. Ah, d'accord. Ce que tu ne fais pas ici, honnêtement. On ne paye pas d'énormes droits de taxes sur les tableaux. Quand on vend des tableaux, les droits sont minimes. En Europe, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des clients arabes, disons, dans le Golfe, qui ont profité de cette période les de clients du Golfe, ils achètent. Ils n'ont pas de problème. Je parle pour l'Europe et pour les États-Unis. Il y a beaucoup de taxes quand ils font rentrer. Non, on se limite au marché religieux. Non, mais pour les Arabes, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas, on ne leur fait rien payer quand ils rentrent, quand il faut rentrer des Arabes. Ils ont continué à acheter beaucoup plus longtemps que les autres. Il y a 6 mois, j'avais des clients arabes. C'est ça. Donc vous êtes confiant en général sur l'avenir du marché de l'art. Confiance, c'est un grand mot. Il faut faire ce qu'on peut faire pour continuer à... Il y a un phénomène mondial, c'est vrai, on peut dire qu'aujourd'hui, il
historiquement, les galeries avaient beaucoup plus de leverage sur les artistes et qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Parce qu'à cause des social media, etc., l'artiste est devenu accessible, beaucoup plus accessible. Et que quelque part, aujourd'hui, c'est les artistes qui contrôlent leur marché en imposant aux galeries de faire comme ça et comme ça. Les collectionneurs aussi, qui dans le temps étaient des amateurs d'art, qui étaient plus mécènes qu'investisseurs, et qu'aujourd'hui il y a cette pensée que nous on a envie de fructifier notre collection, donc ils interviennent de plus en plus dans le marché. Mais tout ça c'est un phénomène international, c'est pas seulement libanais, il nous a affectés certainement, et que aujourd'hui, il faut s'adapter à des situations changeantes. Il y a beaucoup de choses qui changent et je ne veux pas beaucoup d'optimisme dans ce que je dis, mais ce que je voulais dire, c'est que dans un pays où tout est en train de s'effondrer à une vitesse excessivement rapide, le marché de l'art, quelque part, s'est maintenu beaucoup plus, avec beaucoup plus de résistance que d'autres industrie. Voilà. Samir, je peux poser une question? Oui, je vais d'abord. Après, M. Sarkis, d'abord. Donnez-nous votre vision de l'avenir. Non, il y a deux choses. Au niveau international, ce qu'on a pu observer, c'est que les maisons d'enchères ont doublé leur vente, leur prix de vente. Doublé, carrément. Moi, quand j'étais à Paris, j'ai posé la question au commissaire-priseur. Ils ont eu deux phénomènes. Il y a eu des gens qui sont rentrés, qui ont acheté des objets en vente aux enchères, qui n'étaient ni des collectionneurs ni des amateurs. Ils étaient à la maison, ils surenchérissaient, et ce qui a fait que beaucoup de gens sont rentrés. De notre côté, au même moment, toutes les galeries étaient fermées, tous les marchés d'antiquités étaient fermés, toute l'activité était complètement arrêtée, et les ventes aux enchères ont fait un quasi-monopole. Ça s'est répercuté ici aussi également, puisque aujourd'hui, si nous regardons, oublions le marché de l'art, le marché des antiquités, il n'y a plus de grand-chose en magasin d'antiquités au Liban. Tous sont en train de fermer les uns après les autres. Et les galeries peinent à poursuivre leur activité. Donc il y a une problématique. La question, c'est devenu une question virtuelle. Donc c'est un monde virtuel, et les gens qui participent préfèrent virtuellement participer qu'aller voir une expo en réalité, ou bien acheter en réalité, ou examiner, ou tout ça. C'est important. C'est un monde qui a changé. Et là, la pandémie à l'étranger et la crise économique au Liban ont changé les tendances. Jean-Marie. Moi, je voudrais poser à tous les experts d'art, qu'est-ce qu'il y a depuis une cinquantaine d'années jusqu'à présent, compte tenu des masses médias, compte tenu du relationnel, est-ce que l'appréciation d'une œuvre d'art est identique par rapport à avant, où c'était beaucoup plus l'art pur et dur qu'on évalue, qu'on apprécie, ou aujourd'hui on peut faire peut-être n'importe quoi, mais si on est bien introduit auprès de monsieur XYZ qui a un bon relationnel, auprès des masses médias qui nous appuient, et on perce 10 fois plus vite et on vend n'importe quoi. En plus, ajouter le monde virtuel duquel Johnny parle, à ce moment-là, tout est chamboulé. Oui, voilà, c'est une mise au point à ce stade. Merci Jean-Marie. Ça rejoint un peu ce que je posais comme question. Est-ce que la valeur intrinsèque d'une œuvre d'art est demeurée la même avec ces 2-3 dernières années? Moi, je vais répondre juste sur cette partie, mais je laisserai à Saleh le soin de répondre sur la première. Mais je ne suis pas d'accord qu'il y a une valeur intrinsèque à une œuvre d'art. C'est une question d'appréciation, c'est très subjectif, donc il n'y a pas réellement de valeur intrinsèque. Ça, c'est à mon avis par rapport à la valeur. Maintenant, par rapport à la perception, moi, je répète, je suis un marché secondaire, je ne suis pas une galerie. Donc, je n'agis pas comme un galeriste qui fait la promotion de l'œuvre et qui soutient l'artiste et qui l'accompagne pendant toutes ces années, qui le conseille, etc. Pour parler généralement, il faut prendre des tranchées d'années. On ne peut pas parler des dernières 2, 3, 4 années. C'est vrai que
j'ai commencé par dire qu'il y a une nouvelle génération de collectionneurs qui sont dans la spéculation, etc. Oui, là, on regarde aujourd'hui une œuvre d'art, on ne peut plus la regarder sans réfléchir au côté pécuniaire. C'est pas bien, les choses ont changé aujourd'hui. Malheureusement, moi, je me souviens qu'il y a 30 ans, quand j'ai commencé, les collectionneurs, c'était des gens qui étaient vraiment passionnés par l'œuvre d'art et qui ne pensaient jamais vendre une œuvre d'art. Ils rêvaient d'acheter, pas de vendre. Aujourd'hui, la nouvelle génération n'a pas cet attachement. Ils peuvent être très connaisseurs, mais pour eux, ils aiment, ça les flatte d'acheter un truc et que les prix évoluent. Donc, une valeur intrinsèque à l'œuvre, il y a une valeur intrinsèque artistique, mais monétaire, elle change selon les goûts. Il y a, je me souviens très bien, il y a 15 ans, Etel Adnan ne se vendait pas à 850 $ la toile et 1200 $ le leporello. Puis il y a eu un changement. Aujourd'hui, c'est la folie. Donc, ça arrive. Ça ne veut pas dire que Etel n'avait pas de valeur et qu'elle est valable aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, elle a une valeur et qu'elle n'avait pas de valeur. Moi, ça joue. Les cycles jouent. Mais, à la longue, la spéculation est dangereuse. Si l'artiste n'est pas valable et qu'il y a ce qu'on appelle un pool of investors qui viennent décider que non, on va pousser Jean-Marie Mgherbani et les prix de Jean-Marie Mgherbani ils achètent une centaine d'œuvres, ils les mettent dans les ventes aux enchères, ils les rachètent, c'est de la manipulation. Mais il y a un temps où c'est valable et que ça va fonctionner, ou bien c'est pas valable et ça va chuter sur une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc c'est dangereux pour l'artiste. On ne peut pas voir les choses en quelques années, mais il faut les voir à la longue. À la longue, il y a une qualité dans l'art libanais, il y avait des artistes extraordinaires, il y a toujours des artistes extraordinaires et il y a toujours une plateforme d'art à Beyrouth qui est intéressante. La preuve, nos artistes sont partout dans le monde, ils se vendent très bien dans le monde, ils sont bien reçus partout dans le monde, donc ça prouve que aussi il y a une vigueur. Très bien. Elie. Monsieur l'ambassadeur, quand vous parlez de valeur intrinsèque, en fait, définir la valeur intrinsèque, c'est un marché. Quand on parle d'un marché, il obéit à la loi de l'offre et de la demande. Et un marché, il est véhiculé par trois motifs. Le motif de transaction, un motif de précaution et un motif de spéculation. Donc scientifiquement parlant, le marché de l'art ne s'éloigne pas de tout genre de marché, qu'il soit un marché des biens ou des services, ou un marché monétaire, ou un marché finalement... La valeur intrinsèque dépend directement de l'offre et de la demande à un moment donné sur le marché. Et cette demande ou cette offre-là, elle obéit à trois motifs par l'agent économique, qu'il soit producteur ou consommateur, ou bien il est véhiculé par un motif de spéculation, comme je viens de l'entendre, ou bien par un motif de précaution, parce qu'il veut finalement se prémunir contre finalement l'anticipation d'un avenir qui est incertain, ou bien par un motif normal de transaction. Donc la valeur intrinsèque est une valeur déterminée par la loi de l'offre et de la demande sur un marché. En tant qu'expert économique, Elie, comment tu vois le marché de l'art aujourd'hui par rapport aux autres crises qui sévissent? J'ai bien entendu, et vraiment je le remercie parce que je ne suis pas expert en art, je suis très amateur. Quand on parle d'un marché, le marché de l'art, il ne peut pas être indépendant, il ne peut pas s'éloigner de l'achat de l'immobilier, il ne peut pas s'éloigner d'un marché de biens, quel que soit ce bien-là, ou d'un marché de services, l'hôtellerie, les restaurants, les agences de voitures. C'est-à-dire c'est un marché qui est interdépendant et qui obéit à un moment donné à l'environnement économique et social dans lequel finalement se meut le pays. Donc il est lié incommensurablement. Absolument. Je voudrais ajouter un petit mot.
il y aura tout le temps des perturbations entre l'art, valeur réelle, valeur nominale, tant que la parité n'est pas fixée. Et on espère finalement, qu'on arrivera avec le Fonds monétaire international, un jour, peut-être, je l'espère bientôt, à déterminer une seule parité. Et quand il y aura une seule parité, automatiquement, toutes ces perturbations-là se dissiperont. D'accord, à vous. À moi? Oui. Alors, je suis très ravie de vous entendre tous. Enlevez votre truc, personne n'est compris. Ok. Je suis très ravie de vous entendre tous et je suis d'accord avec Madame Andraos que la qualité de l'art a vraiment, je sais pas, je trouve que c'est de tout. Il y a des gens qui sont vraiment intéressés par des pièces qui vont rester et être solides. Il y a d'autres qui vont quelque chose placer dans leurs endroits, que ça soit n'importe quoi. Mais ça arrive. Est-ce que ça a eu une incidence sur les prix au cours des 2 dernières années? Je trouve que ça va régler plutôt, parce qu'un bon artiste va toujours avoir sa valeur. Les autres, on peut avoir maintenant une mode de certains artistes qui sont partout, mais ce qui reste, c'est vraiment une bonne qualité. Très bien. Bon. Bonjour, alors moi c'est Rim, je suis étudiante en critique d'art et curatoria en fait, et je suis là pour découvrir un peu avec vous votre opinion qui est très valeureuse sur le marché de l'art et sur l'art en général. Je suis en train d'écrire une thèse sur la crise de la critique d'art, et pour moi je suis aussi complètement d'accord avec plusieurs opinions qui ont été élaborées. Je trouve aussi, vous avez tous répété à plusieurs reprises un bon artiste, et je me demande aujourd'hui qu'est-ce que serait la définition d'un bon artiste. C'est ce que je recherche en fait, de comprendre comment on juge aujourd'hui, ou comment on donne une valeur ou une autre à un tableau qui est beau, quand la beauté est quelque chose de complètement subjectif, quand définir un bon artiste est complètement aussi subjectif. Et il y a juste une opinion, je ne suis pas très d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de nouveaux talents. Il y a beaucoup de nouveaux talents, je fais beaucoup de recherches sur le marché libanais. Il y a énormément de nouveaux talents, mais qui se dirigent peut-être dans différentes techniques qu'on connaisse, comme la peinture ou la sculpture, ou les techniques qui sont le plus élaborées. Ces nouveaux talents sont très souvent cachés, parce qu'ils sont toujours aussi intimidés par ces grandes galeries. Donc peut-être qu'on pourra élaborer comment s'approcher de ces artistes. Peut-être qu'à la base, ils ne sont pas très développés, mais il y a beaucoup de potentiel dans beaucoup de jeunes artistes. Mais comment les approcher, comment les introduire à cette scène qui est quand même souvent assez intimidante dans les grandes galeries, et dans les approches, et dans ces nombres en général. Je rencontre beaucoup d'artistes, je travaille avec beaucoup de jeunes artistes surtout, qui ne sont pas très souvent connus, et quand on parle de marché, quand on parle de prix de leurs œuvres, c'est là où ils ont un peu pas assez de confiance, ils ne comprennent pas comment aussi donner une valeur monétaire à leurs pièces quand ils n'arrivent pas à voir la partie économique de ça. Donc peut-être les questions qui sont en train de me tourner dans la tête. Qu'est-ce qu'un bon artiste? Qui définit un beau tableau? Qu'est-ce que la beauté, en fin de compte, dans ce domaine? Et puis, comment donner une valeur à une pièce d'art, et comment s'approcher de ces nouveaux talents? Comme vous le dites, il y a beaucoup de talents qui sont en train de partir, mais il y a aussi beaucoup de talents qui sont cachés, qui sont intimidés. Comment peut-être briser ce mur d'intimidation entre les grandes galeries et les tout petits artistes? Merci. Audi, tu as évoqué le problème des faux, des copies. Oui, Quelle est la loi au Liban qui régit ce problème? Et pourquoi il y a une loi qui s'applique au Liban? C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on n'applique pas la loi? Tu veux qu'on applique? Je sais qu'on connaît des ateliers de fabrication de copies. Ça, c'est scandaleux. Il paraît qu'ils les arrêtent pendant 24 heures et ça recommence le lendemain. Ah ben, je savais alors si même vous pas avez que ça des détails sur cela, donc donnez-les-nous. Mais allons donc, on arrête personne, tous ils ont quelqu'un qui les pistole. C'est ça. Et c'est une honte, et c'est ça qui a, beaucoup participé ça a donné beaucoup l'angoisse, de l'impact très négatif. des gens qui veulent acheter.
Ils se disent on va claquer $10 000 pour avoir une croûte fausse, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de faux authentiques. Il y a des familles de fabricants. Moi, je voudrais dire quelque chose. Myriam, J'ai toujours été en dehors du sujet, mais c'est comme ça que j'existe. Pour moi, le collectionneur est avant tout un esthète et il tient à ses objets. Monsieur a introduit l'idée du spéculateur que je comprends très bien. On peut toujours investir, comme acheter un tableau sans l'amour de l'art, mais pour investir et entre-temps on en profite. Mais il y a un sujet qui n'a pas été abordé, surtout avec madame qui parlait des jeunes qui ont besoin d'être aidés. Le sujet du mécénat. Il y a beaucoup de grosses fortunes au Liban et peut-être on devrait demander à ces gens-là d'aider les jeunes qui doivent avoir de l'assurance. Le mécénat est très important pour l'éveil des talents. Regardez, depuis qu'a existé l'art, depuis la Renaissance, il y avait des mécènes qui poussaient les gens doués. Et je crois, enfin c'est à côté du sujet, mais je trouve que ce serait intéressant d'encourager les personnes qui n'arrivent pas à percer pour les personnes qui ont le talent, le savoir et l'argent. Tu parlais de mécénat, tu as vécu longtemps aux États-Unis, en Europe, etc., où tu as des lois où les gens, pour payer des impôts, donnent des tableaux qui finissent dans des musées. Nous sommes très loin de ce genre de considération. Le mécénat en Orient est quelque chose. Je disais que j'étais en dehors du sujet, mais c'est une idée non, mais qui m'a frappé. Ça rentre dans le sujet, c'est un sujet passionnant. Dans les années 90, Hassan Touaini a été président d'une association du mécénat. Je me rappelle très bien, on avait eu 3 réunions. Moi, j'avais participé. Bon. Et on avait eu 3 réunions et c'était tombé à l'eau. C'était au musée sur Soc. Oui, parce qu'il était membre du comité. Ouais. Hein? Il était membre du comité. C'était lui le président du comité, je me rappelle très bien. Il y a eu 3 réunions. La Renaissance italienne. Il y a très peu de mécénats où il n'y en a pas du tout. Enfin, Nicolas Sursock qui a offert son musée à la municipalité de Beyrouth avec son Vendôme, etc. Je crois que c'est très limité. Nous n'avons pas le concept de mécénat. Il faut le travailler. C'est pas qu'il n'y a pas de mécénat. Attention, il y a du mécénat social, il y a du mécénat religieux. Je vais te dire. Il n'y a pas de mécénat dans l'art. Il faut le travailler. On n'est pas mécène. Pour faire un mécénat, c'est lié directement à la loi des impôts. C'est-à-dire que tu ne pourras pas demander à des... Oui et non. C'est vrai que ça facilite, mais pour moi, le mécénat, on ne naît pas mécène, on le devient parce que cette société, quand elle vous a donné, il y a un moment où on a ce sentiment, où on a envie de lui rendre. Maintenant, je crois que quand on devient collectionneur, un bon collectionneur, on s'active dans le temps, il y a un temps où je comprends que collectionner, ce n'est pas seulement des trophées, mais il faut aller plus loin. Parce qu'il faut le travailler. On a besoin de mécènes, ça c'est clair, et que les mécènes, ça ne tombe pas du ciel. Il faut encourager le mécénat, il faut pousser les gens qui ont des moyens. Ils donnent beaucoup d'argent aux églises, ou aux mosquées, ou aux universités, ou aux orphelinats. Il y en a énormément. C'est le côté social et religieux au Liban vit du mécénat. Parce que le mécénat artistique a besoin de travail, il faut vraiment encourager. C'est une question subsidiaire. Est-ce que le mécénat encouragerait le marché de l'art au Liban au contraire? Certainement. Oui, bien Pourquoi quelqu'un qui achèterait une œuvre à $200 000 et l'offrir à un musée, il serait peut-être un peu froid de faire ce genre de calcul. Je ne sais pas, Brahim, est-ce que tu crois qu'un mécénat serait vraiment populaire chez certains qui auraient des collections au Liban? Je ne sais pas. Bon, avant que je prenne la parole, si tu permets, il faudrait que ces 2 dames, j'ai oublié de vous dire que le département curatorial de l'Université Saint-Joseph a délégué ici, Madame Tavras n'étant pas présente, le département curatorial a délégué des personnes de qualité pour participer à cette réunion. J'aimerais beaucoup que ces personnes prennent la parole. Alors, prenez la parole.
Bien, d'abord, merci de nous inviter. Je m'appelle Hiba Chehab, je travaille dans une galerie Nadine Fayyad. Je suis optimiste parce que malgré tout, j'ai des amis qui ont quitté, des cousins, mais il y a des gens qui sont courageux, qui ont décidé d'ouvrir des galeries et de continuer à lancer des artistes. Et j'apprécie énormément si on peut s'entraider aussi pour pousser ces artistes libanais vers des musées. Surtout qu'on a des musées au Liban, mais ce serait aussi plus intéressant de les exposer à l'étranger. Et merci encore. Merci. Je m'appelle Nadine Fayyad. J'ai une galerie ici à Tabarly. Je représente un seul artiste, c'est pour ça, c'est Raouf Rifahi. Donc pour moi, ça a marché depuis la crise économique. Comme je suis avec la vie de M. Saleh Barakat, qu'il y a des gens qui ont acheté les toiles en dollars ou bien en dollars, en multipliant par 4, par 5. Donc ça n'a pas créé beaucoup de problèmes. La valeur de l'artiste est toujours la même. Peut-être elle a augmenté un peu parce que les gens commencent à aimer l'art plus. C'est ce que j'ai remarqué avec mon artiste. C'est pour ça, je ne sais pas, avec les autres artistes, qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, ça a très bien passé. Monsieur Hamsi n'a pas parlé. Monsieur Hamsi, la caricature, est-ce qu'elle a marché dans l'art? Non, maintenant je vais un petit peu m'exprimer, non pas en tant que caricaturiste, mais en tant qu'amateur d'art. J'aime tout ce qui a à voir avec l'art. Vous êtes la question. Oui. Illustrateur. Je fais des caricatures générales. Ah, d'accord. Donc en fait, ce que vous disiez tout à l'heure concernant l'achat, que ce soit en vrai banknotes ou bien en dollars. J'ai une question à M. Saleh. J'aimerais bien vous poser une question. Si moi, par exemple, j'ai 10 000 $ en banknotes, qu'est-ce qui va me faire, sachant que les banknotes sont rares de nos jours, qu'est-ce qui va me faire acheter une toile qui vaut 10 000 $ sans que moi je demande des rabais là-dessus? Parce qu'en fait, c'est quoi la valeur? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un problème économique. Nous savons que les gens qui ont des dollars bloqués en banque, ils sont prêts à tout pour les faire sortir. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais si à un moment donné, on se retrouve avec le vrai cash, je ne vois pas l'intérêt d'acheter dans ces temps-là, au vrai prix, en payant du cash. Parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. Si on fait ça, c'est qu'on va demander forcément que la valeur de cette toile soit supprimée d'une vingtaine ou d'une trentaine %. Sinon, ça ne va pas logique. Ici, avant que ça, je crois qu'ici, il y a plusieurs catégories d'acheteurs. Il y a des millionnaires qui en fait, pour la négociation, dans des situations de changement, des perturbations, بيصير في دايما ce qu'on appelle l'arbitrage. يعني ما في شك انه في حدا qui connaît plus les prix. انت ما بتعرف انه il y a un intérêt بإيتال عدنان بس ندى ما بتعرف سو بتجي انت بتشتري. هيدا الاربيتراج ça existe aussi partout dans le monde et dans tous les domaines. يعني انا ما بحب تفكر انه لبنان est un cas d'exception. C'est un cas excentrique parce que c'est un petit pays et les Libanais sont très بيتحمسوا. بس à part ça, tout ce dont on parle, il existe. Les faux existent partout, les trucs. Un peu plus régulé, oui, mais c'est là, c'est partout. Le fait qu'aujourd'hui, si tu as 10 000 $ et qu'on te propose une œuvre à 10 000 $, c'est là la vraie passion. إذا أنت بالنسبة لك ال 10,000 $, حطهم بالخزنة بيعنوا لك أكثر، خليهم معك بالخزنة. L'art n'est pas très liquide et les gens qui disent que l'art est un investissement, pour moi, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. L'art est une passion, l'art est un placement intéressant بس على longue pas يعني بتفيق على بكره قد ايه صارت بورصه اللوحه اشتريتها امبارح حقها 10,000 $، صار حقها 10,500. ça c'est de la spéculation. حقها 10,000 بعد 20 سنه اولادك بيبيعوها يمكن يصير حقها en fait بعد 20 سنه حيكون حقها
بيشيل اللي بيسموه purchasing power parity هو بذاته. الفرق انه لو حطيت المصريات بالخزنه كانت نزلت قيمتهم او كنت صرفتهم. بقيت اللوحه على الحيط، استمتعت فيها، انبسطت فيها، علمت اولادك الجمال وهن بعدين صرت ما بيعوا. او بتقول انا بحب اعيش مع تابلو، انه بحب عندك هالرغبه بس qu'en fait c'est un plaisir que tu vas acquérir tous les jours. كل ما بفوت على بيتي انا بفتح الباب بحبهم بنبسط مثل كاني عم باخذ فايده استيتيك. Ça dépend des personnes. وفي ناس حيروح يشتري سجاده، وفي واحد بحب يشتري ساعه، وفي واحد بحب يشتري سياره. لما بتكون الفيكست برايس it becomes a question of passion. لما في اربيتراج بيصير في شطاره، سي بدك تنطر مين بيعرف معلومات اكثر من الثاني. اللي على فكره عرفوا انه الحكومه جايه. كان لو تو دو دولار à 14% وهلا صار 26. في ناس عملت 12% بجمعه. يعني عرفت شو قصدي؟ هيدا اربيتراج، بس هيدا مش ذكاء، هيدا انسايدر انفورميشن، هيدا كثير قصص سا اكزيست سي كوم سا. بس toi tu préfères 100 ورقه خضراء ولا tu préfères un Shafiq Aboud sur ton mur? Ça c'est une question très personnelle. Tu disais tout à l'heure, Salah, qu'il y a de plus en plus une nouvelle génération de spéculateurs. Et ça fausse le... Oui, بس c'est partout dans le monde انه هلا في ناس عم تشتري NFT ب 60 مليون ولا 70 مليون. ما كانت موجوده، ما كان في سبيكولاتور. لا ما كان في سبيكولاتور. اول شيء تغيرت قواعد اللعبه وين ما كان. à commencer par nos amis les maisons de vente aux enchères. Parce que la loi française, jusqu'à il y a 15 ans, il était interdit à une maison de vente aux enchères de vendre une œuvre qui a moins de 10 ans d'âge. Donc, ma fait spéculation, ممنوع السبيكولاسيون. Nos amis anglo-saxons اللي بيحبوا بالمصاري وكذا كانوا يسمحوا بهالشيء. وكان في قواعد للعبه انه اذا بيكتشفوا انه في واحد حط تابلو واشتراه pour spéculer لانه هيك بيعملوا السبيكولاسيون، he will be blacklisted forever وين ما كان. كمان هيدي صاروا يطنشوا عليها لانه عم بيعملوا كلهم مصاري اتسترا. هلا لو موند devient beaucoup plus يعني تجاري وكله بده يبيع ويشتري c'est un changement international dans toutes les règles. بس ما بيمنع انه في ناس ببلشوا سبيكولاتور وبيصير كوليكسيونر، في ناس بيكون بحب المصاري بالاول بيقول انا بفضل $10,000 بعد شوي بصير بحب يشتري تابلو لسيرج نجار. Il y a de tout pour faire un monde, mais il y a des cycles et on est dans un cycle capitaliste, libéral, qui a beaucoup moins d'éthique et qui a beaucoup moins d'appréciation de l'esthétique en tant que valeur qui est morale. C'est ça. Odile, vas-y. Et puis Joël. Moi, je pense que le problème, le monde a très très loin, c'est le manque d'éducation culturelle des Libanais. Parce que depuis 60 ans, il y a un ministère de la culture. كل سنة ينقوا يعملوا سيلكسيون شي 50 فنان ينقوا أحلى لوحة عندهم ويشتروها للدولة ويصندوها باليونسكو. Ils ont eu de cette manière, au bout de 15-20 ans d'exposition, une splendide collection des meilleurs peintres libanais. Dernièrement, on a découvert que 30% des toiles étaient pourries, complètement noyées dans l'eau. 30% sont en restauration et plus que 30%, donc 40% disparus. Et où, s'il vous plaît, chez Monsieur Son Excellence et Monsieur Maïli ou Al-Afandi ou Al-Madrimine, كلهم معبيين بيوتهم من هاللوحات أنا بعرفهم انشروا
للمتحف الوطني اللي المفروض يعملوه. لما ناس بلبنان ولاد ما شايفين متحف بحياتهم من عدا متحف سرسو ولو بورتري de Monsieur Brahim Surso, que je respecte beaucoup, qui est splendide, mais qui n'est même pas fait par un artiste libanais. كيف بدك يطلع des mécènes؟ كيف بدك يطلع des mécènes؟ ما شافوا شيء، شافوا حرامية وناس عم ينزعوا les œuvres. كيف بدهم يعملوا؟ كيف بدك تربي ولد لما tu n'as rien à lui montrer؟ Est-ce qu'il est vrai qu'une partie des dessins ou des croquis qu'a fait Joubran, Khalil Joubran, ont disparu aussi Bien sûr. Et puis moi, si tu veux, je peux te faire la liste des gens qui ont volé tous les tableaux. Non mais, ça fait l'article short. Alors comment tu veux qu'il y ait des mécènes qui osent donner des œuvres de valeur à l'État ou à un musée, sachant que ça va finir dans le salon de madame ou dans le couloir de la salle de bain. On veut des noms. Oui. Vous voulez me voir pourrir en prison? Parce que moi, on me mettra en prison, mais les bandits, on ne les met pas en prison. N'est-ce pas? Bonjour. Je ne sais pas si vous trouvez que j'ai raison. Oui, tu as raison. Ma fille, population éduquée, ma fille. وين تقدر تروح تتفرج على تابلو؟ إلا les expositions temporaires qui vont et qui viennent. ما بيصير هيك شعب مش مربى. Tout le rôle des galeristes. C'est les galeries seules qui peuvent aider à ce que la culture soit diffuse à tous les niveaux. Non, c'est le rôle d'un État, c'est pas le rôle d'une galerie. Ah, l'État, il faudra attendre longtemps. C'est à Paris des enfants de 5-6 ans qui sont initiés. Bien sûr. Alors, moi, je les emmène au musée avec ces dessinés. On sait la voix, on sait. Bien, alors mon nom, moi, officiellement, c'est Olga, je suis Joël pour tout le monde, Ferrali. Je suis j'adore l'art parce que je sors d'une grande maison où on n'a eu que de l'art autour de nous. Et je suis dans le domaine éducatif, donc je suis prof d'art plastique, niveau secondaire, bac français, et les 6e, 5e depuis déjà 21 ans. J'aime tout ce qui est art, je suis peintre aussi moi-même, mais je ne suis pas dans le domaine du commerce, je travaille là pour l'art. Donc moi, par exemple, un beau jour, je pense à mon exposition, j'ai de quoi en faire. J'ai eu Saleh Barakat comme prof à l'université. J'ai fini mon master de critique d'art et curatoria à l'USJ. Je suis avec lui pour quelques cours encore. Et donc, je suis au niveau donc, de ma finale, de mon mémoire. J'ai beaucoup apprécié Nada, ton intervention, que je connais aussi depuis très longtemps, et toutes les interventions de tout le monde ici présent. Je remercie Monsieur Maître Najar de nous avoir invités. Daniel aussi est une amie de classe. Je fais un petit briefing. Alors voilà. Mais je suis donc, moi, optimiste par rapport à l'éducation dans l'art. Je ne suis pas pessimiste par rapport aux jeunes. Parce qu'on est en train de faire vraiment un très grand effort dans les écoles pour l'éducation. Dans le virtuel, on a beaucoup travaillé l'année passée. Ça fait 2 ans qu'on travaille vraiment sur le virtuel. Et on a fait des progrès énormes dans l'art. J'ai des élèves qui sont brillants, qui ont passé dans les grandes universités, qui ont eu des bourses en architecture et en domaine de l'art aussi. Donc moi, je vois le côté au contraire très positif et pas négatif au point de vue jeune. Le problème, c'est l'État. Le problème, c'est la crise que nous vivons. On ne peut pas trop demander aussi. Nous sommes tous pris dans ce fléau. Ce qu'on fait est magnifique. Ce qu'on fait est extraordinaire. Les galeries sont superbes en travail. Les galéristes, les marchés de l'art, les expositions, les talents qu'on est en train de voir. Par exemple, Rim est un peu discrète. Elle a une galerie, elle est toute jeune. Et elle a vraiment fait promouvoir plein de jeunes artistes. Ça, c'est un plus. C'est très beau ce qui se passe. Moi, je vois le côté très positif de la chose. Maintenant, oui, beaucoup de gens ont dû vendre leur toile. C'était la première question au départ de votre débat. Question d'argent. Les gens ont eu besoin d'argent et de liquide. Beaucoup de gens ont dû se défaire de certaines toiles. Et des gens qui avaient les moyens, qui étaient des bourgeois, malheureusement, ont passé par des pics très difficiles. Ça, on doit aussi l'avouer. C'est sûr, quand on achète une œuvre d'art, on pense aussi à un investissement, mais on pense aussi à la beauté, au plaisir d'avoir acquis cette œuvre d'art. Tout n'est pas argent, mais il y a aussi le côté argent qui existe quelque part. Il y a aussi l'amour en toi et la toile, il y a l'attachement. Donc, moi, je ne suis pas très pessimiste.
J'espère qu'on va aller vers de meilleures horizons. Et je trouve que l'éducation que nous avons est en train de progresser. Les gens font des progrès au point de vue art, mais suivant les moyens qui sont donnés autour de nous. On ne peut pas demander l'impossible aussi. On a certains musées, on a certaines galeries, on n'a pas. On n'est pas l'Europe. Voilà. Donc je vous remercie pour cette intervention et pour cette... Madame Schumann. Oui, bonjour à tous. Moi j'avais une question et une information. La question c'est par rapport à la formation des artistes libanais, parce que la plupart sortent des universités qu'on a au Liban, que ce soit l'Alba, l'université libanaise ou les autres. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a remarqué qu'il y a un problème à ce niveau-là? Bien sûr. Oui. Alors, parce qu'il faudrait voir comment faire pour adresser ce problème, parce que ça, ce sont les artistes qui vont sortir dans 5, 6, 7... Détailler les problèmes, je ne sais pas, c'est moi à mon niveau, je pose la question, ça c'est une question que je pose, et voir que si on peut se pencher sur ce problème, essayer de voir dans les universités s'ils ont Quelle moins... est la formation? Voilà, est-ce que par exemple ils ont moins d'élèves, certainement, moins d'élèves qui s'inscrivent à leur cursus d'art, comparé aux années d'avant, comparer le niveau des formations, ça je pense le faire et demander, mais je voudrais savoir si quelqu'un a déjà des informations sur ça. Oui. Je peux répondre. Vous disiez que vous avez une information. Non, l'information, elle arrive. Après, il y avait une question et une information. Déjà, si vous prenez l'exemple de l'album, l'Académie libanaise des beaux-arts. Moi, bon, je suis journaliste sur le tard, mais je suis architecte d'intérieur. Quand j'avais fait mon cursus à l'Alba, il y avait l'architecture, la publicité, l'architecture d'intérieur. Aujourd'hui, vous avez le graphisme, l'illustration, le cinéma, la photographie, l'audiovisuel, la joaillerie, vous pouvez faire. Donc aujourd'hui, je ne sais pas les autres universités, mais moi je trouve que l'Académie libanaise des beaux-arts est une fierté pour le Liban. Tous les élèves qui sortent de cette université, il n'y en a pas un qui n'a pas brillé, cartonné, trouvé, été engagé. Donc moi, le problème pour moi, si une des plus importantes universités d'art au Liban est représentée par l'Alba, je ne sens pas qu'il y a un problème de faille ou de manquement ou au niveau de la formation des élèves. Non, moi je demandais, est-ce qu'eux ont des problèmes? Des problèmes les universités ont des problèmes pour adhérer à l'université ou pour travailler dans... Non, pour trouver des élèves ou des professeurs. Ah non, donc c'est ça, le fait de la crise a tellement impacté les universités qu'elles peuvent à niveau de qualité, à niveau de nombre d'étudiants. Certainement, ça va affecter, ça va s'en dire. Si l'Alba أو اليو اس جي أو الاي يو بي اللي بعرفهم اللي أنا بعرفهم أخذين القرار إنه يستمروا يعني الاي يو بي أخذ البورد أوف ترستيز قرار إنه ديجولي 150 مليون دولار من الانداومنت تبعهم تيكملوا 3 سنين اوكي. بعتقد انه نفس الشيء باليو اس جي اخذوا قرار انه نحن بدنا نستمر، حيمروا مرحله اربيتراج، التلاميذ ما رح يقدروا يدفعوا ما بعرف 10,000 دولار فريش تيتسجلوا بالقلبة او باليو، وهيدي الجامعه حتلاقي بطل عندها تلاميذ، اذا هي جامعه بدها تستمر حتخترع تجي عند مسجون مغرباني تقول له بليز اعطيني اون بورس من هون اون بورس من هون، بصير في ادابتاسيون مثل بكل اقتصاديات العالم. دونك انا بعتقد انه حيصير في مشكل، اكيد البلد كله في مشكل، هجرة اكيد بده يصير في مشكل، بس est-ce qu'on peut aider? Alors, on peut faire quelque chose? on peut aider, اكيد on peut tous aider. Le domaine de l'art, on peut aider. اذا بقيتي بالبلد وقررتي تدعمي كل واحد بطريقته، انت بتحطي دعايه لليو اس جي انه نحن فاتحين الكور ما بعرف شو الى اخره، نوصل لمحل. نيفو دو لا فورماسيون هي اخطر انا برايي، يعني انه ادابتاسيون دو بورس اتسيتيرا او تلاقي مصاري لها حلول. الفورماسيون بار كونتر est beaucoup plus compliqué لانه لما بفل 3000 طبيب ما حتلاقي ثاني يوم انوت جون ماري مغرباني بالدونتير انه هيدا بروفيسور صار له 40 سنه بيجمع
اللي تخرج اولت امبارح من الجامعه اللبنانيه ما عنده تجربته. دونك بالفن بارتيكوليرمون بس بدي احكي انه اموان بالالبا وباليو اس جي وبالال اي يو وبالاي يو بي بعدهم المستوى التعليمي توب مش توب. يعني هلا بعرف انه الامريكان النيويورك يونيفرسيتي بابو ظبي عم يدفعوا مصاري رايت ليفت اند سنتر تي اول كادر التعليمي تبعهم، بس بعد لحديت هلا فيني اقول لك انه الاي يو بي احسن منهم انه بالرغم من كل البلايا. هلا قد ايه نستمر، قد ايه بنآمن. ما في شك انه البلد خطر وما بيقدر يستمر بهالنزيف all the time، بس لحديت هلا بعد عنا اسيس وبدنا ندعم بعض. لازم كمان هيدي شغله كثير خطره انه لو دومين كولتورال لا اللي بنسموهم الكرييتيف اندستريز بدهم يدعموا بعض. يعني ما في دوله سوري اوديل يعني من هلا لفتره ما رح يصير في دوله راحت الدوله، بس شو بنعمل؟ يا منهاجر يا منقرر انه نلاقي وسائل ثانيه. وبعتقد انه بعد في بلبنان un capital humain très important qui doit s'entraider et se soutenir. Et c'est ça l'importance de débats comme cela. انه تعرفوا لا بعد في ناس وبعد في ناس ما امنه وبعد في ناس منيحه ولازم نستمر. فوالا بس انه مشاكل في مشاكل. في شغله يعني en réponse à ce que vous disiez tout à l'heure. À mon avis, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la passion chez les jeunes. Le jeune, il vient, il a une passion, il ne sait pas ce qu'il veut faire, ou bien il veut faire médecin, ou bien il veut faire peintre. Il essaie 2 années en médecine, même chez le Hal, il essaie 2 années. Donc en fait, il y a un problème de passion qui demande indirectement à cet élève-là de faire sa propre recherche, qu'il soit lui-même, il sait ce qu'il veut, qu'il ait quelque chose qui va lui donner un point de départ. La deuxième chose, c'est en fait, surtout en peinture, je parle pas en design ou en architecture ou quoi que ce soit, en peinture. Le problème, c'est qu'on a l'impression que quand on fait de la peinture, on fait du dessin. Or, en fait, c'est 2 choses complètement différentes. Si aujourd'hui, je donne à un enfant un pinceau avec des gros pots de couleurs et je lui dis « exprime-toi », il est en train de faire de la peinture, il s'exprime. Mais si je vais lui demander de dessiner un vélo plus tard, il ne va pas savoir. Donc il va se dire « ah tiens, je ne sais pas comment en faire, le prof il est nul, etc. » C'est un problème international en fait, c'est dans toutes les universités, ils ont le même problème. Les élèves, les profs, ce ne sont pas des profs qui ont fait l'art classique. Le dessin classique, c'est comme dans le ballet classique, c'est comme dans la danse classique. On commence par quelque chose qui est formatif, donc on fait quelque chose qui nous forme, ensuite on fait de la création. Nous, en fait, les universités locales et internationales commencent par dire aux gens exprimez-vous, faites de la créativité. Je ne suis pas d'accord. Au bout de la vous pouvez ne pas être d'accord. En fait, c'est la. Je suis prof et j'étais élève aussi en France. J'ai fait des lieux de dessin, oui, etc. Mais au Beaux-Arts, vous restez 1 heure à dessiner une main avant de prendre le pinceau. Qui vous donne ça? Est-ce qu'il y a un prof aujourd'hui qui va vous donner un dessin classique? Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Je vous dis, aux Beaux-Arts, vous allez aux Beaux-Arts. Allez-y vous restez 6 mois à dessiner des mains. Très bien, allez-y aux Beaux-Arts et vous allez voir. En fait, c'est un problème international. Il n'y a plus de profs parce qu'en fait, c'est devenu old school d'apprendre les gens de faire un dessin classique. C'est comme la musique, c'est comme la danse, c'est comme tout dans le monde. Tout le monde veut prendre le raccourci aujourd'hui. Vous avez raison, parce qu'on nous impose une programmation. Ben voilà. On nous impose une programmation à appliquer. C'est le cursus, c'est un cursus. La français, on a besoin de l'appliquer. j'étais prof تعلمي كل شيء بعدين بتتخصص مش بتتخصصي بعدين C'est un problème général. Il n'y a plus de médecine, il n'y a plus de diagnostic, il y a des techniciens et de la technologie. C'est dans tous les domaines. Demandez à n'importe qui sort de l'université qui est peintre, demande-lui par exemple de faire un dessin d'imagination.
Il ne va pas savoir. Oui. D'accord, oui, Parce mais qu'il n'a pas pris le dessin constitutif. Regarde, Joël, Combien de temps Moi, c'est juste une information. Depuis le début du XXe siècle. Ça fait Joël. Non, c'est Myriam. Juste une information, c'est une tendance que j'ai remarquée en tant qu'agenda culturel dont le but est d'informer. Dans l'information culturelle, on a de plus en plus d'expositions de Libanais qui se passent à l'étranger. Donc nous, on a décidé aussi maintenant dans notre programme d'events, on a annoncé que les événements au Liban, on commence à les annoncer dans le monde là, depuis un mois. Donc maintenant, vous allez rentrer, vous allez voir Paris, Suisse, et ça c'est de plus en plus, et je me dois de... Alors moi, je voulais juste dire un petit mot par rapport à comment aider les gens dans la culture, etc. Je donne un exemple d'agenda culturel. J'ai rencontré Myriam en fait la première fois. Elle avait fait l'exposition pour la sortie pour Tom Young à Saïda. Et puis après l'art blessé, j'ai beaucoup apprécié un mouvement pareil. Voilà, c'était un mouvement, une organisation de sortie. Les visites guidées, les visites de l'agenda culturel. C'est une façon aussi de promouvoir et d'intéresser les gens et de former des groupes dans les cultures. Voilà, c'est un domaine qu'on peut aider. Oui, on a eu 113 visites guidées. La dernière était chez Salah il y a 2 jours. Et on commence les visites guidées à Paris d'ailleurs. Parce que nos lecteurs sont très souvent à Paris. Donc on a organisé une visite guidée à Paris, il y a eu 40-50 personnes. C'est très important ce que vous dites, la tendance d'aller faire des expos à Paris. Et que les galeries... C'est exactement la réaction normale de quelqu'un qui pense très bien. Alors aujourd'hui, pour résister au Liban, il faut générer une partie de tes ressources de l'étranger. Et il y a évidemment l'exposition qui ouvre la semaine prochaine des Lumières du Liban à Lima, qui va, je pense, donner un grand boost à tous les... Sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les Lumières du Liban, c'est les artistes libanais à l'Institut du monde arabe, ça va donner un grand boost à tous les... Je vais demander à Brahim de nous faire une conclusion, un chapeau sur tout ce qui se dit. Une conclusion en n'oubliant pas ce que l'Orient le jour fait pour les artistes et la page culturelle. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'agenda culturel, on a oublié l'Orient le jour. Bien, alors, Madame Schumann. Oui, je prends un verre d'eau. Mais laissez-moi terminer. Vous voyez, je vous avais promis que la réunion prendrait 1h30. Alors nous sommes maintenant au bout du temps qui est consacré à cette réunion. Et je voudrais dire un mot à la fin. Oui. D'abord, laissez-moi remercier Son Excellence l'ambassadeur Moubarak pour son rôle de modérateur averti, de modérateur sage et inquisiteur. Bon, vraiment merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier la présence de Madame Dani Mallat ici, qui représente en effet l'Orient, et pas seulement l'Orient culturel, mais l'Orient tout court, en tout cas dans son domaine culturel. Parce qu'il y a l'Orient littéraire, et il y a aussi les articles que publie Madame Mallat avec beaucoup de bonheur, et j'en suis témoin pour avoir été le bénéficiaire de l'un de ces beaux articles immérités. Je voudrais aussi remercier de tout cœur la présence des personnes qui sont ici derrière moi, que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir avec vous. Et franchement, ça m'a donné beaucoup d'idées. Je compte d'ailleurs poursuivre ce tête-à-tête culturel avec les personnes ici présentes. Je remercie beaucoup Madame Tamraz pour avoir délégué des personnes de cette qualité à cette rencontre. Curatoria et critique d'art, c'est tout dire.
Je remercie aussi M. Saleh Barakat, Mme Nada Boulos, M. Jolly Serkis, M. Armand Hamsi et Mme Schumann. Bien entendu, tous les autres me sont extrêmement précieux et chers à mon cœur. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire une chose. Je ne savais pas que je faisais de la prose sans le savoir. Je découvre, au travers de ces discussions, je découvre que nous avons mis le doigt sur une question extrêmement importante. Ce n'est pas seulement une question de galerie d'art, ce n'est pas seulement une question de marché secondaire, ce n'est pas seulement une question de valeur monétaire de l'art, ce n'est pas seulement une question qui met en jeu ou en cause la notion du beau. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est laid? Qu'est-ce qui est art? Qu'est-ce qui ne l'est pas? J'ai découvert que non seulement nous avons évoqué le rôle de l'État, des musées, des mécènes, mais je crois que nous avons pu entrer de plein pied dans la question de la culture. Art et culture. Je me souviens une fois, j'étais ministre de la Justice, le ministre de la Culture de l'époque m'avait demandé de le remplacer pour l'ouverture du Salon du Livre français. Et il m'avait demandé de prononcer un discours à sa place. Eh bien, je m'étais posé la question, qu'est-ce qui est plus important? La culture ou la justice? L'art ou la justice? La culture ou la liberté? Et j'ai fini par faire un petit discours dans lequel je soutenais qu'il n'y a pas de justice sans culture, il n'y a pas d'art sans culture, il n'y a pas de Liban sans culture, il n'y a pas de liberté sans culture. Tout est culture. Et merci d'avoir dit haut et fort que parfois ça ne va pas, mais que malgré tout, il y a des îlots de résistance. Il y a une volonté de continuer envers et contre tout. Il y a une volonté de résister. Il faut que notre culture soit le rocher sur lequel se fonde notre résilience dans ce pays. Sans cette culture, il n'y aura jamais de l'art. Mais sachez une chose, que sans cette culture, il n'y aura jamais de liberté. Et nous sommes résolus à rester libres, et avec l'art, et avec la culture. Et je ne perds pas de vue que tout ce que vous avez dit a été enregistré. Nous allons reprendre toutes ces discussions. Toutes les questions que vous avez posées sont des questions majeures. Il faudra que nous nous retrouvions, il faudra que nous reparlions de tout cela. Mais n'oublions pas, avant toute chose, c'est qu'il faut que nous restions libres et que nous maintenions notre culture. C'est grâce à cela que le Liban reste. C'est grâce à cela que les chrétiens sont encore au Liban, parce qu'on leur accorde un rôle de culture et d'ouverture. C'est grâce à cela que l'islam est suffisamment intelligent pour comprendre que le Libanais chrétien est aussi une nécessité musulmane. C'est cela le Liban, c'est cela la culture. C'est pour cela que nous allons continuer et nous allons nous réunir encore une fois. Merci d'être venus. Merci. Et n'oubliez pas une chose, la photo souvenir, nous allons la prendre dehors. Ne quittez pas avant la photo. Merci.